Bonjour à toutes et à tous, on est en live si tout fonctionne et si on peut me confirmer qu'on nous entend à nouveau et que le son est bon. On se retrouve pour un live un peu spécial, comme on fait maintenant la blague à chaque fois, pour être vraiment dans le Twitch game comme les professionnels. Merci Kuto Suisse, merci Tumor. J'ai l'impression de remercier les subs alors que ça n'existe pas du tout sur notre chaîne. Ça fonctionne nickel. Merci Boris Kriwiki. Bien, on fait une vidéo qui est en vrai assez particulière pour nous aujourd'hui puisque c'est une séance d'information qu'on aurait voulu faire en présence aussi mais qu'on va faire uniquement en distance. Et surtout, elle concerne un événement important pour nous, c'est-à-dire la première formation universitaire, un premier certificat universitaire, même si on avait déjà réalisé un MOOC précédemment. Donc ce certificat interuniversité et haute école qu'on réalise avec la haute école de la ville de Liège et le Digital Lab. Et qui est donc une première. Avant d'en dire plus, je propose qu'on fasse un petit tour de table, simplement pour que les personnes qui débarqueraient et qui ne nous connaissent pas puissent nous identifier. Donc personnellement, Pierre-Yves Vurel, docteur en communication et d'information, en sciences de l'information et de la communication. Désolé, j'ai pas encore l'habitude de le dire parce que je suis jeune docteur. Thèse sur le jeu vidéo amateur et coordinateur du certificat. Et je vais passer la parole juste en dessous de moi à Fanny. Oui, merci beaucoup. Donc, moi, je m'appelle Fanny Barnabé, je suis chercheuse postdoctorante FNRS à l'Université de Liège. Et mes sujets de recherche, ce sont principalement la narration dans le jeu vidéo, les différentes formes de détournement du jeu vidéo par les joueurs et plus récemment les tutoriels. Mais dans le cadre du certificat, je vais principalement parler de théorie du jeu et de pratiques de fans autour du jeu vidéo. Et Voilà. merci Fanny. Pierre-Yves. Bonjour à tous, donc le deuxième Pierre-Yves du Lab, comme on m'appelle souvent, Pierre-Yves Voulmont. Je suis assistant à l'Université de Liège et je fais aussi une thèse du coup au sein du Liège Game Lab sur la traduction de jeux vidéo. Je m'intéresse principalement au transfert de l'implicite d'une version originale à une version localisée en fait, tout simplement. Et dans le cadre du certificat, je vais beaucoup parler de la notion de culture notamment. Super, c'est bien ces lives parce que ça nous permet de se mettre à jour tous mutuellement sur l'évolution de nos projets de recherche et tout ça. Donc là, on vient d'entendre une nouvelle manière de présenter ta thèse où j'ai vu plusieurs têtes se relever en disant « Oh, il avait pas dit ça la dernière fois !» Merci Pierre-Yves. Bruno, tu veux bien te présenter aussi? Oui, bien sûr. Je m'appelle Bruno Dupont. Bonsoir. Bonsoir. À la Haute École de la Ville de Liège et en partie à la KUL, donc la KU Leuven. Ici, je vous parle en tant que maître assistant de la Haute École de la Ville de Liège. Je suis aussi docteur moi, en littérature sur les relations entre littérature et nouveaux médias, notamment le jeu vidéo. Et actuellement, je travaille aussi sur les phénomènes d'apprentissage du jeu vidéo et sur les relations entre jeux vidéo et jeux d'argent. Merci Bruno. Boris. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Boris Kriwiki, je suis assistant en journalisme à l'Université de Liège et je travaille sur la presse spécialisée en jeux vidéo, les techniques d'enquête des journalistes qui travaillent dans le milieu vidéoludique. Et pour le certificat, je serai amené à parler de ces magazines, de ces médias spécialisés-là, mais de manière un petit peu plus globale. On y reviendra peut-être après. Yes, et j'avais gardé le meilleur pour la fin. Björn Olav. Le meilleur, je ne suis pas sûr. Merci Pierre-Yves. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Björn Olav Dezo, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Liège. Ma spécialité, c'est les humanités numériques et les cultures populaires. Je vous parlerai pas mal d'histoire du jeu vidéo cette fois-ci. Merci Björn. Je me rends compte en fait que c'est peut-être aussi la bonne occasion de simplement, peut-être que ça vaut le coup pour une fois de redire ce qu'est le Liège Game Lab, c'est-à-dire un collectif de recherche où vous l'avez entendu, qui a des membres qui viennent de plusieurs disciplines, principalement de philosophie et lettres, mais aussi d'urbanisme, architecture,
et donc avec des spécialistes qui viennent de communication, de romane, de traduction, de langue germanique, de journalisme, donc plusieurs backgrounds finalement qui viennent à chaque fois analyser le jeu vidéo avec un angle différent. Tous les membres du lab ne sont pas évidemment présents dans ce live, parce que sinon on n'aurait pas eu assez de place pour en mettre tout le monde à l'écran, puisque nous sommes légion, comme il est coutume de le dire. Et le chat de Pierre Boulmont fait une entrée remarquée dans ce live. Est-ce qu'on peut raconter comment est né ce certificat? Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur les motivations qui ont fait que ce certificat a vu le jour? Bon, moi, je veux bien dire quelques mots. Vas-y, Bruno. Donc, ce certificat, il est né d'une idée lancée un petit peu comme ça au hasard lors d'un colloque, mais ça donnait suite à une réflexion qu'on avait depuis longtemps et qui était par rapport au positionnement de notre lab qui essaye d'étudier le jeu vidéo par tous les côtés, c'est-à-dire par toutes les périphéries possibles. On cherchait un public à qui on aurait quelque chose à dire dans sa pratique professionnelle sur le jeu vidéo, mais on ne voulait pas se positionner non plus comme un certificat d'apprentissage de création de jeux vidéo uniquement, ou alors création de jeux vidéo dans un certain but, ça on y viendra après. Et du coup, on a compris à ce moment-là que ce qui nous reliait, c'était l'aspect culturel du jeu vidéo, et donc tout naturellement, on s'est branché plutôt sur des publics venus du culturel, du socio-culturel, de l'enseignement, et qui veulent travailler avec la culture du jeu vidéo, d'où le titre Travailler avec la culture vidéoludique. C'est ça. Alors sur le versant... C'est aussi la continuité d'un processus commun qu'on a entamé il y a déjà longtemps, puisque le cours d'histoire et analyse des pratiques du jeu vidéo se donne en collégialité, même s'il a été au départ chapeauté par Björn Olav puis par Fanny. Il y avait de toute façon toute une série d'intervenants et intervenantes extérieurs. On a écrit un ouvrage en commun qui s'appelle Culture vidéoludique, point d'exclamation, qui est signé par le collectif Liège Game Lab. Le cours en ligne qu'on a fait, le MOOC, faisait aussi intervenir les différents membres du lab. Donc là, c'était l'occasion de continuer dans cette dynamique-là, mais en plus de faire venir des chercheurs et des chercheuses invités de manière encore plus structurée, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Et aussi, quelque chose à ajouter, je pense que c'est que plusieurs d'entre nous ont aussi un pied sur le terrain dans le socio-culturel et qu'on a perçu aussi une demande et un besoin dans ce secteur-là, que ce soit dans des associations de médiation culturelle ou dans des milieux liés à la pédagogie, etc., de se dire d'avoir plein de personnes qui, au final, avaient envie d'utiliser le jeu vidéo dans leur activité, mais qui n'avaient pas nécessairement les compétences, etc., et qui se demandaient quoi faire avec le jeu vidéo. Björn, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ou il me semblait percevoir un sourire malicieux. La dynamique de mise en place a nécessité un restaurant et plusieurs carafes de boissons pour prendre corps. Et donc, ça me paraissait important de signaler que ce type de projet un peu fou ne pouvait que se réaliser dans des conditions de convivialité qui caractérisent ce lab. Ouais, c'est ça. Et puis c'est pour ça que je disais aussi... Oui, tout à fait. Non, mais complètement, parce que comme je le disais aussi tout à l'heure, il y a un aspect festif. J'ai régulièrement des personnes impliquées dans le certificat qui me disent j'ai hâte que ça se mette en place, et à la fois les premiers mails d'inscription sont souvent très enthousiastes en disant enfin une formation sur le jeu vidéo à Liège, etc. Donc je crois qu'il y a plein de choses qui se jouent à la fois pour nous en tant que collectif, mais aussi sur le jeu vidéo. C'est-à-dire que on me posait encore la question hier sur 48FM sur vraiment la légitimité de l'étude du jeu vidéo comme un objet scientifique, etc. Et ma réponse c'était de dire la légitimité en termes d'études scientifiques, elle est complètement acquise, dans le sens où je pense qu'il y a probablement
enfin, en tout cas, il y a peu d'autres objets d'études qui ont autant de personnes qui s'intéressent à un même sujet, qui travaillent ensemble dans nos facultés, mais en termes disons, d'enseignement, là, il reste un point de pivot à passer et il n'y a pas encore beaucoup de formations, même si on commence à voir hein, des initiatives à droite à gauche qui se mettent en place. Ça représente aussi quelque chose sur... tout à l'heure, Björn, tu nous disais que tu allais nous parler de l'histoire du jeu vidéo. Ça représente aussi peut-être quelque chose, non, sur l'histoire du jeu vidéo, sans vouloir dire que notre formation est historique et va faire basculer le monde au paradis, mais ça représente peut-être aussi quelque chose. En tout cas, ça dit quelque chose de l'état du champ, pour parler en bourdieusien. Oui, voilà, on peut employer les grands mots, mais on peut dire aussi qu'on va aller au paradis. C'est effectivement un point important en francophonie d'avoir une formation autour de la culture vidéoludique et pas autour de la fabrication d'un jeu vidéo. Ça, c'est des choses qui existaient déjà. Il y a des écoles dédiées qui font ça très bien, mais c'est sans doute la première, ou au moins une des premières, soyons modestes, de formation structurée qui délivre une attestation, enfin un certificat vraiment reconnu par les institutions autour de la culture vidéoludique. Et donc ça me paraît important de le souligner parce que c'est peut-être aussi les prémices d'un mouvement plus ample, dont on ne dira pas grand-chose pour le moment, mais qui pourrait prendre forme dans les années qui viennent. Ouais. Donc l'objectif, en fait, c'est de vraiment poser les jalons d'un usage professionnel, d'un savoir produit à l'université autour du jeu vidéo. Et ça, je crois que c'est un pas important, tant au niveau de la légitimité de l'objet qu'au niveau de la légitimité des études, de la recherche qu'on peut mener dessus. Ouais, et puis il y a aussi quelque chose de super intéressant pour nous à faire une formation qui est principalement orientée autour justement de nos résultats de recherche. Finalement, ça fait plusieurs années qu'on fait de la recherche et le fait de pouvoir aller délivrer ces résultats-là à un public dans un contexte particulier, c'est quand même je pense que ça nous fait quelque chose aussi dans le fait de s'impliquer à fond dans ce projet. Est-ce que quelqu'un a quelque chose encore à dire là-dessus, ou est-ce que je passe sur vraiment la démonstration ou les informations techniques? J'en profite pour dire au chat qu'il faut pas hésiter à poser des questions. C'est une séance d'information, donc il y a pas de on n'est pas dans un cours ex cathedra pour une fois, donc il faut pas hésiter à nous couper, à nous poser des questions. Alors, j'ai supprimé toutes vos caméras d'un coup, j'ai l'impression. Il faut que... comment est-ce que je dois faire ça? Non, c'est revenu, je pense, déjà. C'est revenu, mais parce que j'ai cliqué au bon endroit. Mais si je fais ça et que je vous déplace ici, est-ce que ça marche? C'était revenu, sinon. Oui, non, mais j'insiste, parce que je veux quand même montrer le site. Je voulais vous montrer ce site. Alors, je fais une parenthèse, hein, mais pour vous dire quand même que je reviens à la charge sur le fait qu'il faudra qu'on s'achète un jour un nom de domaine facile à communiquer, y compris en télé et en radio, parce que hier encore on me demandait comment on trouve le Liège Game Lab sur internet, et c'est très compliqué, que ce soit pour le site du Liège Game Lab lui-même. Donc à chaque fois je dis vous allez dans un moteur de recherche et vous tapez Liège Game Lab et vous arrivez sur notre site, mais ce serait bien qu'on puisse avoir quelque chose. Mais bon, bref, ça c'est. J'en profite. On peut dire que dans 15 jours, on aura un site qui s'appelle liegegamelab.uliège.be. Ah, yes, mais ouais, c'est ça. C'est déjà beaucoup plus simple. Ouais, bon. C'est déjà beaucoup plus simple. C'est une belle victoire. Ouais. Après, liegegamelab.be peut-être, mais l'appartenance à l'université de Liège me semble justifiable. Donc on a notre site habituel qui s'appelle pour l'instant labo.ulg.ac.be/liège-game.lab. Mais on a un mini-site dont l'adresse, elle, est encore plus improbable, mais qu'on vous met régulièrement sur nos réseaux sociaux.
que je peux vous copier aussi dans le chat. Tac. Et donc c'est un mini-site qui vous décrit disons le programme et la manière dont on va organiser les choses avec ce certificat. Vous avez une présentation en bref, vous avez avec une belle image qui vient de Liège-Craft et qui est la reproduction de la façade du Ventoux dans Minecraft. Et puis différents onglets, la formation, programme détaillé, conditions d'accès et public cible. On va détailler tout ça. Björn, si jamais tu m'avais dit que tu devais partir plus tôt, tu me feras signe, hein, on fera une pause au moment où tu me dis simplement que tu dois y aller, il n'y a pas de souci. Je propose qu'on lance la présentation, je veux dire, en profondeur là maintenant, et puis au moment des aspects plus techniques, je vous tirerai mon chapeau. Ça marche. Alors, globalement, pour donner une vision d'ensemble de ce certificat, j'avais préparé un petit visuel. Vous allez voir, je pense que les plus graphistes des membres du lab vont me frapper. Voilà. Ah oui, donc il faut que je refasse transition. Voilà, une super infographie qui vous détaille les infos clés du certificat, à savoir que vous avez jusqu'au 4 décembre de cette année pour vous inscrire, que les yeux d'Alexis saignent évidemment puisque lui il nous a fait un beau layout et je l'ai entaché. Le certificat en lui-même se donnera du 8 janvier jusqu'à la fin mai. Il est principalement organisé entre 13 et 17 heures les vendredis, donc ça c'est des heures qui seront soit en présentiel, et j'espère qu'on pourra le faire en présentiel, ou sinon ce sera sur internet mais en synchrone, en bon langage technopédagogique, c'est-à-dire qu'on fera des séances qui seront tous ensemble en même temps sur internet, si jamais on ne peut pas le faire en présentiel, mais pour l'instant ça reste le scénario privilégié comme disent les autorités, avec des guillemets avec les doigts. Et puis il y aura en plus de ces cours, donc ça c'est 16 vendredis après-midi de 13 à 17h, et en plus de ça il y a un SPOC aussi en langage barbare, donc un Small Private Online Courses, qui est donc une plateforme en ligne sur laquelle vous allez pouvoir retrouver tous les contenus qui viennent en aval et en amont des différents cours. Donc ça pourra être des choses autant des articles scientifiques à lire à l'avance que des jeux auxquels il faudra avoir joué. On essaiera de se positionner surtout sur des jeux gratuits, des œuvres qui seront en ligne, et il y aura des let's play, il y aura des jeux, des mini-jeux à créer ou à détourner, et ainsi de suite. Et l'idée aussi, c'est de concentrer vos efforts sur la réalisation d'un projet dans votre milieu professionnel actuel ou futur. Et ça, on pourra y revenir. On va peut-être un peu rentrer dans les unités d'enseignement. Mais peut-être pour commencer... Oui, bien. C'est à ce moment-là que je vous tire ma révérence. Je vais aller jouer avec les enfants maintenant. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, on va donc faire une petite pause, 1 minute, et puis on revient tout de suite le temps que je remette tout le monde dans la bonne case. Salut, merci Björn. À bientôt. Au plaisir de croiser ceux qui nous écoutent lors des inscriptions. Salut. Et on est de retour. Donc sans Björn cette fois, qui est donc devenu qui a tiré le rideau noir sur sa caméra, à qui on essaiera de ne pas s'adresser puisqu'il n'est pas là évidemment. Sur les contenus des cours, pour discuter un peu des contenus et pour donner en fait des exemples, on va pas faire évidemment tout le contenu parce qu'il nous faudrait 16 après-midi. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver sur le site internet que je vous ai indiqué sur la formation, vous allez dans la formation et en bas vous avez horaire de la formation, et là ça vous ouvre un PDF avec tous les intitulés des cours par bloc de 2 heures. Vous verrez d'ailleurs, j'en profite pour rappeler que
il n'y a pas que des membres du Liège Game Lab qui donnent cours, il y a aussi des personnes de la Haute École de la Ville de Liège, mais aussi des invités comme Vinciane Zaban, Gaël Gilson, Julien Hanard, j'en oublierai sans doute, hein, mais Colin Cidre, Charlotte Préat, et donc en dehors des membres du Liège Game Lab, vous avez aussi une série d'experts qui ont été mobilisés pour ceci. Mais donc je trouvais intéressant justement de partir d'un intitulé du cours de Fanny, puisque tu as un cours qui s'appelle Jeux et jouets, Game Studies et Play Studies, éléments de définition. Et c'est vrai que je pense que ça peut être intéressant d'en dire un mot, parce que finalement les gens qui sont pas très au fait des études du jeu ont parfois l'impression que c'est évident ce que c'est que jouer ou le jeu, et d'ailleurs c'est quelque chose qui est dit et discuté par certains théoriciens, le fait d'avoir cette espèce d'évidence à combattre. Et donc toi tu auras un cours, donc ce sera le 12 février pour débattre un peu de cette de nous faire en fait une introduction théorique à ces enjeux-là. Oui, effectivement, comme tu viens de le dire, jouer, c'est à la fois quelque chose qui est très partagé et très difficile à définir. C'est-à-dire que tout le monde a une vague idée de ce que c'est jouer et de ce que c'est un jeu. On a tous déjà joué une fois dans notre vie au moins, enfin j'espère. Et donc on a tous une compréhension un peu intuitive de ce que c'est. Mais en même temps, c'est une activité et ce sont des objets qui sont vraiment difficiles à définir. Et d'ailleurs, il y a plein de théoriciens qui se sont essayés à proposer des définitions du jeu, mais qui sont des définitions qui sont rarement complètement satisfaisantes, parce qu'en général, ce sont des définitions qui vont mettre en avant certaines formes de jeu plutôt que d'autres. Par exemple, on verra en cours qu'il y a beaucoup de définitions qui mettent en avant notamment les aspects compétitifs du jeu, le fait que le jeu, c'est supposé avoir des règles, des conditions de victoire, des conditions de défaite, etc. Or, quand on déconstruit un petit peu tout ça, on se rend compte que pas nécessairement. Il y a plein de formes de jeux qui n'ont pas vraiment de règles, qui n'ont pas de conditions de victoire ou de défaite, qui ne sont pas compétitifs, etc. Et du coup, au-delà de la question de juste définir le jeu, en fait, le fait de poser une définition du jeu, ça permet de reconnaître certaines pratiques de jeu plutôt que d'autres, voire, dans certains cas, de hiérarchiser les pratiques de jeu. Donc, il y a des définitions qui vont présenter certaines formes de jeu comme étant du vrai jeu et d'autres formes de jeu comme étant du jeu qui n'est pas tout à fait du jeu ou qui est moins ludique que d'autres formes, etc. Donc, est-ce que, excuse-moi de te couper, mais est-ce que du coup, pour des gens qui seraient pas du tout initiés à ces enjeux-là, on peut dire que ce sont finalement des enjeux de légitimité qu'on retrouve aussi dans d'autres domaines avec des personnes. Je pense à des gens qui diraient ça c'est du vrai cinéma, c'est pas comme vos bêtises actuelles, etc. Et que finalement il y a des enjeux de pouvoir qui se jouent dans cette définition-là. C'est ça que je voulais dire, dans le sens où à partir de la définition, on reconnaît certaines formes comme appartenant à la sphère du jeu, et effectivement il y a des enjeux de pouvoir qui se nouent là-dedans et qui s'articulent les uns aux autres, c'est-à dire qu'il y a des oppositions, par exemple, entre les vrais jeux de gamer avec un arrobase à la place du A et les jeux casus qui sont moins légitimes dans un certain système de valeurs. Mais on peut aussi mettre une opposition entre les jeux artistiques légitimes, les jeux indés, un peu underground, etc., et les jeux grand public AAA qui ont un gros capital commercial mais une faible légitimité symbolique, etc. Donc il y a plein de systèmes de valeurs comme ça qui s'articulent. Et donc en étudiant les définitions du jeu, c'est pas juste abstrait, on va aussi parler de ces clashs entre différents systèmes de valeurs. Et je pense que ça a un intérêt vraiment très pratique pour le public qui va nous suivre, qui est que pour les gens qui travaillent dans le milieu culturel, qui veulent organiser des ateliers, par exemple, autour du jeu vidéo, qui veulent intégrer le jeu vidéo à leur pratique professionnelle, c'est vraiment important d'apprendre à déconstruire toutes les intuitions qu'on a autour du jeu pour pouvoir reconnaître la multiplicité des pratiques ludiques et la multiplicité des objets ludiques. Et donc voilà, il faut passer par cette phase de déconstruction et puis de reconstruction de nouvelles définitions pour pouvoir
vraiment intégrer le jeu à sa pratique professionnelle. Et petite info d'ailleurs, c'est un aspect du certificat qui va être un peu théorique, on va parler de théorie du jeu, mais qui aura aussi un côté très pratique dans le sens où on va jouer ensemble en fait et s'interroger sur ce qui est ludique dans notre activité, sur les conditions minimales qui permettent d'entrer dans une activité ludique. Donc, ça sera théorique, mais aussi vraiment très concret, puisque les participants seront vraiment invités à réfléchir sur leurs pratiques de joueurs et de joueuses et à réinterroger, même chez eux, quand ils joueront, ce que c'est jouer, ce que c'est comme expérience, ce que ça leur procure comme plaisir, etc. C'est ça. Spoiler alerte, c'est en partie le joueur qui définit ce que c'est que le jeu pour lui. Et je rebondis sur ces aspects de légitimité que tu évoquais tout à l'heure avec cette anecdote. C'est une étudiante que j'ai en médiation culturelle qui m'expliquait. J'expliquais ces difficultés de légitimation du jeu vidéo. Parce que c'est un cas très concret de quelqu'un qui travaille dans un centre culturel et qui donc typiquement peut être le genre de personne intéressée pour ce type de certificat. Et qui m'expliquait que ça avait été très compliqué d'organiser une exposition sur le jeu vidéo dans ce centre culturel pour faire entendre les enjeux et la reconnaissance culturelle qu'il y avait derrière auprès de sa direction et notamment avec cette question de oui mais alors du coup il faut qu'on fasse un débat, il faut qu'on fasse venir un psychologue et il faut qu'on fasse une rencontre avec les joueurs et les parents, etc. Donc vraiment le truc vraiment très typique. Et justement là l'idée aussi de ce certificat c'est de donner des arguments et des outils, etc. pour permettre aux personnes qui viendraient s'inscrire de ensuite défendre et se faire aussi le héros, pas simplement de légitimer le jeu vidéo pour le plaisir de le légitimer, mais simplement de montrer qu'il y a des enjeux et que c'est ultra brutal quand on est un centre culturel que d'aller nier les pratiques culturelles de tous d'une partie de son public pour lui amener un psychologue à la première occasion et psychologiser finalement ses déviances, etc. quoi. Et d'ailleurs, si on peut continuer sur cette question-là, tu donnes aussi tout un contenu de cours sur les fans. Et sur les œuvres de fans, donc là je pense que tu cumules les points en termes de bataille culturelle, en termes de légitimité, parce que non seulement tu t'intéresses aux fans et non pas aux artistes, avec tout ce que ça peut impliquer en termes de déconstruction de légitimité, mais en plus tu as le toupet de t'intéresser non pas à leur pratique, ce qui est encore quelque chose d'un peu légitimé en termes sociologiques, etc., mais aux œuvres de ces fans. Est-ce que, au-delà de la blague, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais de cette étude des œuvres de fans? Effectivement, on va aborder dans plusieurs séances, à vrai dire, les œuvres de fans, que ce soit leur histoire ou leur analyse, parce que on l'a déjà un peu dit en introduction, mais ce qui nous intéresse avec ce certificat, c'est de former pas juste aux jeux vidéo à strictement parler, strictly speaking, mais à la culture vidéoludique. Donc on s'intéresse aussi aux productions des joueurs, à des productions qui ne sont pas nécessairement étiquetées comme des jeux, mais qui participent à alimenter la culture vidéoludique. Et donc, pour donner quelques exemples, on va s'intéresser à des pratiques comme le modding, donc la modification de jeux existants par les amateurs pour créer des œuvres dérivées, au machinima, qui consiste à réaliser des vidéos, ça peut être des vidéos de fiction, des clips musicaux, des sketchs, etc., à l'intérieur de jeux vidéo. On va parler de fanfiction, donc le fait d'écrire des histoires à propos de jeux vidéo qui prolongent les univers de jeux vidéo, etc., etc. Et ce sont toutes des formes qui, comme je le disais, qui participent à renouveler, qui ont une influence sur les jeux, qui ont une influence sur la réception que les joueurs font des jeux, qui ont une influence sur l'histoire même du médium vidéoludique. Comme je le disais tout à l'heure, on y dédiera un cours ça, aux histoires des pratiques de fans, parce que les histoires des pratiques de fans sont aussi
l'histoire du médium vidéoludique. Enfin, le jeu vidéo, ça a commencé à la base comme étant du modding, pour le dire simplement, dans le sens où c'était des amateurs qui trifouillaient des jeux préexistants ou non, et il n'y avait pas encore vraiment de jeu propriétaire, mais ça, Pierre-Yves, tu en parleras même mieux que moi. Bref, je mélange beaucoup de choses dans ma réponse, mais en fait, mais c'est intéressant. C'est pour dire qu'en fait, il y a énormément d'enjeux à étudier les œuvres de fans. Et pour revenir sur ce que tu disais en introduction, effectivement, moi, dans mes recherches, je n'étudie pas juste, entre guillemets, c'est déjà pas mal, hein, mais juste les pratiques de fans en tant que pratiques, mais aussi en tant que production d'œuvres. Donc, j'essaierai de donner des clés aux participants pour analyser les vidéos de let's play, analyser les joueurs qui streament sur Twitch, analyser leur discours, leur stratégie rhétorique, leur stratégie de storytelling, donc comment est-ce qu'ils se racontent, comment ils créent un personnage aussi pour fédérer une communauté autour d'eux. Voilà, ce sont des exemples parmi d'autres de ce qu'on abordera. Mais de nouveau, pour lier un peu avec la pratique, aborder ces questions-là, il me semble que c'est vraiment important, de nouveau, pour les personnes qui travaillent dans le milieu culturel, parce que ça fait partie de la vie quotidienne des joueurs et que ça ouvre la possibilité à tout un tas d'activités culturelles autour du jeu vidéo qui ne sont pas nécessairement du jeu vidéo. On envisagera la possibilité de créer des ateliers de machinima, des ateliers d'écriture de fanfiction, des ateliers de let's play ou de live stream sur Twitch, qui sont toutes des manières de produire du sens et de produire du commentaire sur le jeu vidéo sans nécessairement jouer directement. Je ne sais pas si toutes ces explications étaient claires. Ouais, j'ai mélangé beaucoup de choses. Merci Fanny, je pense que on abordera beaucoup de choses. Je pense que c'était clair et que de toute façon, si jamais il y a des questions, il faut pas hésiter. Et puis les personnes qui sont présentes peuvent intervenir si jamais ils veulent des précisions sur un point ou l'autre. Mais c'est en tout cas effectivement à chaque fois dans chaque domaine, c'est aussi intéressant pour que les gens qui se renseignent sur ce domaine se rendent compte que par exemple un speedrun, c'est pas juste jouer vite par exemple, mais c'est aussi c'est aussi prendre le jeu d'une certaine manière, le pratiquer, le détourner, s'inscrire dans une communauté, avoir des codes, participer à un discours sur le jeu. Oui, effectivement, on sait qu'il y a Boris qui clignote. D'ailleurs, Tumor croyait que c'était un jeu et essaye de cliquer à chaque fois qu'il apparaît ou qu'il disparaît. Ce n'est pas un Duck Hunt, ce n'est pas un Boris Hunt qu'on vous propose, mais on ne sait pas ce qui se passe en réalité. Boris a toujours clignoté. D'ailleurs, dans la vraie vie, il est aussi comme ça. Vous verrez quand il vous donnera cours. Des fois, il apparaît, des fois, il disparaît. Bon, il plein de médecins, mais il n'y a pas moyen de. Il a la clitionite. On espère que c'est pas contagieux, mais bon, de toute façon, pour l'instant, on est confiné, donc on est tranquille. Mais plus sérieusement, justement, j'allais te donner la parole, Boris, parce qu'on parlait du fait que autour du jeu vidéo, il y avait toutes ces possibilités de créer des discours. Ah, il y a Fanny qui s'est remis à clignoter aussi. Est-ce qu'il faut que je ferme des applications chez moi? Est-ce que ça aiderait mon ordinateur à ne pas mourir avant la fin du stream? Est-ce que j'essaye ça? Tac, tac. Ne pas enregistrer. Au pire, si c'est trop gênant, on peut couper nos caméras quand on ne parle pas, éventuellement, parce que c'est vrai que ça doit être un petit peu perturbant pour ceux qui regardent. Mais sur Discord, ça ne clignote pas. Le pédagogie alternative comme le courant alternatif, effectivement. Il y a du level dans le chat ce soir, ça fait plaisir. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais proposer à Boris de parler maintenant et puis de se taire à jamais et de fermer sa caméra ensuite lorsqu'il aura fini. Mais en gros, ce que je voulais dire, la transition que je voulais faire, c'était que Fanny là nous a montré toutes des pratiques qui sont autour du jeu vidéo et qui sont intéressantes à étudier aussi comme des moments qui permettent d'élaborer une culture vidéoludique étendue, plus large que le simple fait de jouer, même si c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Le simple fait de jouer, c'est déjà
un enfer de savoir ce que ça veut dire exactement, et il y a beaucoup de recherches qui se font là-dessus, et c'est génial. Mais Boris, toi, tu étudies la presse spécialisée en jeux vidéo, et donc c'est aussi un espace. Alors, tu l'étudies aussi les techniques journalistiques, hein, c'est le centre de ta recherche doctorale, mais tu vois aussi dans la presse de jeux vidéo un espace où peut se construire une culture vidéoludique finalement. Ouais, tout à fait. Ben, déjà, ce qu'on peut commencer par préciser, c'est que avant mes séances de cours, il y aura une autre séance qui sera donnée par Bruno Dupont, ici présent, et qui sera consacrée au discours à propos du jeu vidéo dans les médias. Comment est-ce que ces discours évoluent dans les médias avant tout généralistes, dont on a pu souvent voir qu'ils avaient, surtout durant certaines époques, des stéréotypes extrêmement éculés et qui faisaient beaucoup de mal à l'image du jeu vidéo et à l'image des joueurs et joueuses. Mais effectivement, quand on viendra sur mes deux séances, on s'intéressera plus à la presse spécialisée et à comment elle cristallise finalement tout ce qui peut y avoir en termes de culture. Donc en fait, une des conclusions de la recherche sur la presse vidéoludique telle qu'elle se développe ces derniers temps, et j'ai eu l'occasion d'écrire un ouvrage avec Yves Brem de l'association MO5 sur le sujet, c'est que les journalistes de jeux vidéo, merci pour ce placement de produit très subtil, les journalistes spécialisés en jeux vidéo font office d'interface pour co-construire avec les lecteurs et lectrices une culture autour du jeu vidéo. Dans les années 80 et 90, durant lesquelles le jeu vidéo était beaucoup moins répandu qu'aujourd'hui et était moins accessible, les magazines fonctionnaient comme des lieux de rassemblement où on pouvait interagir entre passionnés, où on pouvait s'émerveiller devant toutes les nouveautés du jeu vidéo, etc. Donc on abordera un peu tout ça, mais on n'est pas les seuls à le dire. Il y a Graeme Kirkpatrick, par exemple, qui a fait toute une étude sur les magazines britanniques et comment ils ont participé à institutionnaliser ces cultures du jeu vidéo, parce que évidemment, il y en a plusieurs. Et puis, pour en venir davantage sur les genres journalistiques, la presse jeux vidéo a ceci d'intéressant d'avoir à la fois des genres qui sont très spécifiques, qui sont très codifiés, donc la news, la preview, le test, pour citer les plus connus et ceux les plus ancrés dans le cycle communicationnel de l'industrie, mais qui en même temps peuvent être liés à plein d'aspects du journalisme en général. Une preview quand on va sur un salon à l'étranger pour assister à une présentation de jeu en avant-première, on peut faire une filiation avec le compte-rendu. Certains journalistes spécialisés vont considérer que faire un test de jeu vidéo, une critique de jeu, c'est faire un reportage comme si on était dans le jeu. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont intéressants à analyser et qui permettent d'énumérer progressivement une série de modalités de discours et de façons dont on peut parler du jeu vidéo. Et ça sera utile aux personnes qui vont suivre la formation pour comprendre toute la richesse, en fait, tout le lexique qu'il y a autour du jeu vidéo, toutes les différentes façons de parler de ces univers-là. Et voilà une des pistes. Et évidemment que les participants et participantes à la formation seront invités à travailler sur ces objets-là. On a tout un fonds de magazines à disposition, il y en a aussi qui sont archivés en ligne, et puis à écrire eux-mêmes et elles-mêmes, à se frotter aussi à l'exercice de c'est quoi écrire à propos d'un jeu vidéo. On essaiera différents formats et différentes pistes pour se frotter à ça. Ouais, je vois plusieurs liens. Hein.
notamment avec ce qu'on disait tout à l'heure avec Fanny, avec la difficulté de savoir qu'est-ce que c'est le jeu, la hiérarchisation des différents genres de jeux, etc. Bah, écrire une critique après avoir reçu ces cours aussi, ça permettra de se dire tiens, quand je fais une critique de tel genre de jeu vidéo, finalement, est-ce que je ne suis pas en train aussi de mettre en avant des préférences personnelles, quels sont les ressorts de ça. Donc il va y avoir plein de liens à faire. Et j'en profite que aussi tu parlais du fait qu'il y avait de la presse à l'étranger et donc je vais donner la parole à Pierre-Yves Oulmont qui fait une thèse, je l'ai donc appris, sur la traduction de l'implicite dans le jeu vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire, cette implicite? Tu nous as fait la surprise de ce mot-clé inattendu aujourd'hui. Est-ce que du coup tu donneras toi une séance avec Colin Cidre sur les histoires locales du jeu vidéo, et donc plus généralement je voulais que tu nous dises un mot sur cette question des cultures locales du jeu vidéo qu'on connaît peut-être aussi moins. Oui, alors du coup, ouais, traduction de l'implicite, petite surprise, évolution de ma thèse, tout ça. En gros, je m'intéresse vraiment aux tactiques, aux stratégies mises en place par les game designers, etc., pour guider le joueur, et notamment dans les textes narratifs des jeux. Et ce sont des guidages qui doivent être transférés en fait d'une version à l'autre, en fait, tout simplement. Et sinon, pour parler de tout ce qui est culture locale du jeu vidéo, en fait, il n'y a pas une histoire du jeu vidéo, il y a des histoires du jeu vidéo. Il y a vraiment, en fonction du territoire, de l'endroit où on va se trouver, on va avoir vraiment un rapport au jeu vidéo qui va potentiellement être différent. Ça va s'exprimer à la fois dans des dynamiques un peu dans les dynamiques économiques et commerciales sur le terrain, dans une zone géographique donnée, mais ça s'exprime également en des termes culturels. Et étant donné que moi je m'intéresse au transfert d'une version originale dans une version traduite ou localisée, la culture c'est quelque chose qui occupe une place énorme, en fait, tout simplement, parce que les jeux vidéo c'est pas seulement un média de divertissement, hein, comme on en parle beaucoup depuis le début de ce stream. C'est un véhicule, c'est un outil de communication, c'est un média, et donc les jeux vidéo sont des véhicules culturels. Et sont un lieu de contact interculturel assez dingue, parce qu'on se retrouve à jouer à des jeux américains, à des jeux japonais, alors qu'on est européen. Donc on est en contact avec plein de cultures, en fait, par l'intermédiaire du jeu vidéo, et c'est quelque chose qui a une importance cruciale, en fait, dans notre rapport à ce média. Et évidemment, avec tout ce lieu de contact interculturel, il y a des problématiques culturelles qui surviennent dans le cadre d'un développement de jeux vidéo. J'ai l'exemple de une fois je suis parti en Suisse et j'ai rencontré les développeurs du studio de développement Blindfluke, qui eux développent des jeux mobiles un peu politiques comme ça, enfin même très politiques, et ils ont voulu exporter leur jeu First Strike sur le territoire chinois. Le problème, c'est que dans le jeu, le territoire chinois était représenté comme étant attaqué, et c'est pas vraiment bien accepté sur place, donc le jeu a été interdit sur le territoire chinois. Une fois que le jeu a été interdit, il a été piraté par des joueurs locaux qui ont distribué environ 200 000 copies de leur jeu, donc c'était 200 000 copies qui n'ont pas vendu. Ils n'étaient pas hyper enchantés, et ça c'est toutes des thématiques dont il faut être conscient lorsqu'on développe un jeu. En fait, ils étaient tout simplement pas conscients du potentiel impact politique et culturel que pouvait avoir leur titre, en fait, quand ils l'ont exporté. Et donc voilà, il faut vraiment prendre, quand on développe un jeu, il faut prendre en compte toutes ces sensibilités locales, toutes ces cultures, ces différentes cultures, ces différentes histoires et ces différents rapports aux jeux vidéo. Et pour le moment, le problème, c'est que dans le milieu, en tout cas des jeux à gros budget, on a tendance à aller vers une neutralisation des éléments culturels. Et donc là, on arrive à un enjeu politique, en fait, de la traduction et de la localisation de jeux vidéo, parce que si on va vers une homogénéisation des contenus culturels des jeux, on passe peut-être à côté d'un potentiel d'éducation aux cultures étrangères que peut occuper, en fait, le jeu vidéo, en fait, le média vidéoludique, en fait, tout simplement. Ouais, ça c'est aussi intéressant pour, je pense par exemple à des gens qui viendraient s'inscrire, qui seraient professeurs dans le secondaire, ou qui seraient animateurs culturels, mais il y a aussi des chouettes animations à prévoir, ou des chouettes séances de cours à prévoir pour utiliser et analyser des jeux vidéo existants, y déceler des références culturelles,
expliquer aussi, non pas de manière, je vais dire, comme c'est trop souvent caricatural, que le jeu vidéo va être un problème et un danger pour eux, mais en tout cas, mais tout de même avoir cette critique sur les industries culturelles vidéoludiques, tout comme on a eu des mouvements universitaires très critiques à l'égard notamment du cinéma hollywoodien ou d'autres grandes industries culturelles. En fait, il y a aussi des enjeux culturels là qui sont tout à fait intéressants. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Non, pas forcément, si ce n'est que oui, ça présente des enjeux qui sont particulièrement importants d'un point de vue politique et culturel, tout simplement. Et ah ouais, les caméras ont sauté à nouveau. Je vais changer ça. Ne bougez pas. Si vous bougez, ça bouge les caméras. Si tu dabs, alors là, si tu dabs vraiment, ça va bugger comme pas possible. Non, ça te renvoie juste 5 ans en arrière quand tu dabs en fait. Oui, c'est ça. Et transition, incroyable, ça nouveau. Je voulais faire le lien avec autre chose qui va me demander de me lever. J'arrive tout de suite. Parce qu'on a parlé évidemment de ces différentes façons de voir le jeu selon les différents espaces culturels dans lesquels les jeux sont conçus mais aussi reçus. Et je fais le lien avec aussi toute la dimension historique des histoires du jeu vidéo dont Bjorn a un peu parlé au début. Je suis en train, pour ma part, de lire le magnifique ouvrage de Blanchet et Montagnon. J'en lis un peu tous les matins, je le conseille à tout le monde pour braver le temps morose et le coronavirus, ça fait du bien. Et surtout, c'est vertigineux en fait. On se rend compte que le jeu vidéo dans les années 70 ou les années 80 représente quelque chose que pour ma part, j'ai pas du tout connu. Et dont je n'avais pas idée et ce serait intéressant aussi de voir si on devait traduire des jeux d'un autre pays dans une autre époque, ce serait probablement encore des problématiques aussi compliquées. On parlait des liens avec la culture et la culture, disons, ambiante, etc. Bruno, toi, tu vas notamment donner cours. On va pas te dire tout le programme. Hein. Encore une fois, le programme, il est sur le site internet. Je dis ça à chaque fois et puis on continue de parler. Mais Bruno, tu vas notamment parler des liens entre le jeu vidéo et la littérature, qui est un de tes nombreux domaines d'expertise. Oui, ce n'est pas un de mes nombreux domaines d'expertise, mais je vais effectivement parler de ça. Donc, les relations entre littérature et jeux vidéo, pourquoi est-ce elles sont particulièrement importantes? D'abord, pour des raisons on va dire historiques, puisque vous en avez un petit peu parlé, le jeu vidéo au début n'était pas une pratique qui est née en tant que telle, mais qui est née à côté d'autres pratiques, et un de ces à côté, ou une de ces choses dont le jeu vidéo a été issu, parmi d'autres, c'est la littérature. Et donc il y a au cours de l'histoire de nombreux moments où des gens qui étaient plutôt d'inspiration littéraire, plutôt des auteurs, je pense au groupe Alamo qui dérive du groupe Oulipo qu'on connaît autour de Raymond Queneau en France par exemple, mais il y a énormément d'autres exemples, ils ont commencé à s'intéresser ou à des processus ludiques autour de l'ordinateur qui ont vite dérivé vers ce qu'on appelle maintenant du jeu vidéo, mais qui ne s'appelait pas comme ça au départ, pour faire passer quelque chose de littéraire, mais avec ce côté interactif, on dit aussi ergodique, c'est-à-dire qu'on choisit son propre chemin dans la narration. Donc faire passer ce côté décision du lecteur au sein de la narration, c'est quelque chose qu'ont permis des interfaces qui se rapprochent très, très fort du jeu vidéo actuel, et qu'on a encore un petit peu, par exemple, dans les visual novels maintenant, qui sont finalement les successeurs des histoires interactives des années 70 et 80. Donc ça, c'est un point de vue historique. Maintenant, il y a aussi tout un intérêt, et là, ça rejoint un peu ce que Boris a dit tout à l'heure sur le discours des médias. C'est toujours intéressant de voir ce qu'une forme médiatique, une forme culturelle arrive à dire sur une autre. Ce que le jeu vidéo dit sur la littérature, et inversement, ça nous renseigne un peu sur l'état
d'une sorte de lutte de pouvoir, une sorte de lutte de légitimité, ou parfois au contraire un genre de collaboration entre quelque chose qui est perçu comme ancien et légitime, mais peut-être un peu en déclin. Évidemment, c'est une question de perception, hein, ce n'est pas la réalité des chiffres, et quelque chose qui est perçu comme plus nouveau et plus jeune, mais sans doute moins légitime. Donc on a des dynamiques de collaboration, mais aussi d'opposition qui sont très intéressantes et qui renvoient finalement au discours dans la vie de tous les jours, dans les médias et dans ce que rencontrent nos futurs participants et participantes au sein de leur quotidien. Merci Bruno. J'avais une deuxième question à te poser parce que tu as finalement, pour nous en tout cas, une double casquette. Puisque tu es à la fois, tu participes à la fois en tant que membre du Liège Game Lab sur notamment les sujets que tu viens évoquer, mais tu es aussi coordinateur du certificat au sein de la Haute École de la Ville de Liège, où tu travailles entre autres, et je voulais attirer l'attention sur le fait que en collaboration avec la HEL, finalement, il y aura aussi toute une série de cours qui seront là pour initier à la création, tout en disant évidemment que ce n'est pas un certificat qui va permettre aux gens de devenir des startups incroyables à succès et créer un jeu vidéo du jour au lendemain. On n'a pas du tout la prétention d'apprendre aux gens à créer des jeux vidéo, et il y a déjà des écoles qui le font. Mais ceci dit, il nous semble, nous, intéressant que les personnes qui travaillent dans le socioculturel avec le jeu vidéo aient au moins une idée de comment ça marche derrière l'écran, quoi. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a deux choses qu'on va faire principalement, on va dire, avec les apports de mes collègues de la haute école. Euh, D'une part, comme tu dis, cette initiation à l'aspect technique du jeu vidéo, hein. On va faire des initiations au graphisme et des initiations au code. Le nom l'indique déjà, ça reste une initiation, mais ça permet toujours dans l'idée que le jeu vidéo est finalement un langage qu'il faut comprendre quand on doit organiser un cours sur le jeu vidéo, une expo sur le jeu vidéo, quand on doit organiser une activité autour du jeu vidéo. Comment faire si on ne sait pas de quoi se compose un jeu vidéo, si on ne sait pas quels sont les principes de base du game design, si on ne sait pas comment s'organise une équipe dans un studio de jeux vidéo. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va voir et qui vont permettre d'avoir un regard éclairé, on va dire, le regard d'un amateur, mais éclairé sur le jeu vidéo. Et bien sûr aussi, ça c'est quelque chose qui arrive, dans des domaines, je pense par exemple à ta propre expérience, Pierre-Yves, où tu as créé et fait créer des jeux vidéo pour des institutions culturelles. Souvent, on est amené avec différents publics à créer des jeux vidéo sans être nécessairement un développeur ou une développeuse. Et dans ce cas-là, il faut mettre en jeu des compétences qui sont techniques et qu'on va essayer d'apprendre, un genre de socle minimal pour pouvoir aussi s'auto-former. Donc ça, c'est le premier côté. Est-ce que tu souhaites que je parle aussi du côté jeux vidéo et pédagogie? Alors j'allais y venir, j'allais faire la transition vers ce point, mais je voulais souligner effectivement ce que tu venais de dire, notamment pour un peu faire le lien avec tout ce qu'on a dit jusque-là concernant vraiment les enjeux de légitimité du jeu vidéo. Je pense qu'il est aussi tout à fait important d'œuvrer pour le fait que le jeu vidéo ne soit pas uniquement aux mains de grands acteurs ayant de grands capitaux techniques et symboliques, etc., mais qu'on puisse aussi participer à la dynamisation du jeu vidéo amateur, et le fait qu'on puisse créer ces jeux vidéo pour le plaisir, pour et ou pour des objectifs pédagogiques, et ou pour des objectifs de médiation culturelle, et ainsi de suite. Donc voilà. Et donc tu parlais d'un socle commun, donc tu me tendais une perche évidemment, puisque avec d'autres, notamment du Louvain Game Lab, tu vas donner une séance intitulée l'éducation aux jeux vidéo, littératie vidéoludique et littératie médiatique. J'imagine que tu voulais m'en dire un mot. Eh bien, j'en dirais même plus qu'un mot, Pierre-Yves. Cette question de la littératie, on l'a déjà un petit peu abordé, hein, le fait de savoir créer, ou en tout cas de savoir comment on crée, c'est une forme de littératie numérique et qu'on appellerait littératie vidéoludique. Alors, ce terme de littératie vidéoludique, c'est énormément
discuter en ce moment. Donc c'est le fait de savoir à la fois comprendre un jeu vidéo quand on est récepteur, quand on est joueur, mais aussi il y a une partie de la littératie qui est la littératie de création ou la littératie de production, qui est bien savoir créer. Évidemment, quand on parle de littératie, c'est-à-dire d'apprentissage, on pense beaucoup au métier des enseignants, qu'on vise aussi au premier chef avec notre certificat. Et pour parler de ça, quoi de mieux que de faire venir soit des enseignants, soit des chercheurs qui s'intéressent au milieu de l'enseignement, comme par exemple, tu l'as dit tout à l'heure, Gaël Gilson, Charlotte Préat, et d'une façon un peu différente, Julien Hanard. Ils viendront témoigner de leur expérience d'utilisation du jeu vidéo dans des contextes d'apprentissage, soit au sein d'un cours, soit au sein d'ateliers plus du type atelier de philosophie, ou soit, et là c'est encore aussi très intéressant pour nous, plus généralement sur la place du jouet, à la fois numérique et non numérique, au sein de l'enseignement. Quelque chose qui est aussi important à savoir là-dessus, c'est que s'il y a des gens parmi vous qui viennent pour créer des jeux vidéo pédagogiques, eh bien, on verra, en dehors du fait d'étudier des jeux vidéo pédagogiques, on apprendra aussi le processus de création qui est derrière, et on verra à quoi il faut faire attention quand on s'engage dans la création d'un jeu vidéo pédagogique ou dans l'utilisation pédagogique d'un jeu vidéo qui existe déjà ou dans le détournement, comme Fanny pourrait vous en parler. Donc, ça fait écho évidemment à des concepts qu'on entend très très souvent, comme la gamification, comme le serious game, comme la ludicisation, les jeux d'apprentissage, etc. Ce sont des choses qui ont évidemment un fort poids médiatique et marketing, et qui jusqu'à un certain point peuvent aider dans la pratique enseignante, mais justement le tout c'est de trouver ce certain point, ce juste milieu entre plaisir du jeu et capacité d'apprentissage, et c'est de faire dialoguer ces deux domaines, et c'est ce qu'on va faire au cours des séances qui seront finalement des séances aussi très très touche à tout, où on sera beaucoup dans la création soi-même au format d'atelier. Donc évidemment il n'y a pas que du contenu ex cathédrale, loin de là, on aura aussi beaucoup de main à la pâte, où le but c'est d'arriver sur la création de projets par les participants et participantes. Je crois qu'on tient un titre là d'article scientifique pédagogique entre ex cathedra et main à la pâte, enjeux et société, quelque chose comme ça. Il faudra qu'on y travaille. Je sais pas ce que t'en dis, Bruno. Il faudrait trouver un jeu de mots, mais c'est ça. S'il n'y a pas de jeu de mots, ça va pas. Je vous redis, donc on va arrêter là pour le contenu. Et puis je vais revenir un peu sur les éléments d'organisation formelle et voir si jamais vous avez des questions. Mais donc je vous redis que sur tout le site internet vous pouvez retrouver à la fois une description de la formation, de son fonctionnement et surtout l'horaire de la formation. Et vous, si vous souhaitez vous inscrire, vous allez dans conditions d'accès et public cible, vous voyez si vous répondez aux conditions et vous m'envoyez un mail pour recevoir le formulaire d'inscription. Les informations clés que je vais remettre tout au-dessus, c'est que vous avez donc jusqu'au 4 décembre 2020 pour vous inscrire, pour vous demander le formulaire et pour le remplir, pour me le renvoyer rempli. La formation se donne en synchrone les vendredis de janvier à fin mai 2021, de 13h à 17h, donc les vendredis après-midi, ce qui demande parfois des négociations avec vos employeurs, mais généralement, lorsqu'ils savent que c'est pour une formation, il y a souvent moyen de négocier sur ces horaires, donc voilà. Je ne l'ai pas mis dans les informations clés, j'aurais dû le mettre, la formation coûte 800 € de frais d'inscription. Encore une fois, je glisse en passant que il y a certaines structures professionnelles qui payent les frais d'inscription pour leurs employés, donc n'hésitez pas à en discuter dans votre entreprise, dans votre association. J'espère que vous n'entendez pas trop pleurer mon bébé derrière, mais sachez qu'elle est entre de bonnes mains. Il y aura donc en plus des cours en présentiel un SPOC à suivre à distance, c'est-à-dire que vous aurez une plateforme web sur laquelle vous aurez des contenus à suivre et à étudier, que ce soit
des articles scientifiques, mais aussi des projets à rendre, des projets de création, des projets à écrire. Et ça, c'est ce qu'on appelle... j'ai pas fait transition, voilà. Maintenant, j'ai fait transition, et là, je peux encore supprimer ceci et refaire transition. Et donc, vous aurez des contenus asynchrones à consulter, à étudier, c'est-à-dire en dehors des heures de cours, mais comme vous le sentez, à votre rythme, pendant la semaine, il faut prévoir quand même quelques moments dans la semaine à avoir à consacrer à ça. Il y aura à chaque fois des contenus qui seront obligatoires, qui seront assez restreints, et des contenus facultatifs pour ceux qui veulent pousser la chose pour aller plus loin. Voilà, ça pourrait être de nature différente, et ce sera pas nécessairement que des textes à lire. C'est ça que je voulais surtout dire par rapport à ça. Et la dernière chose que je souhaitais vraiment mettre en avant, c'est le fait que lors de votre inscription, vous devez expliquer quel est le projet professionnel dans lequel votre inscription s'inscrit. C'est-à-dire que l'idée est que si vous travaillez déjà, ou que si vous souhaitez travailler dans ce domaine socioculturel, vous ayez une mise en application des compétences que vous allez venir chercher dans ce certificat. Et donc, vous nous expliquez, par exemple, je suis professeur, je souhaiterais utiliser des jeux vidéo dans mon cours, ou je suis animateur culturel, ou je suis journaliste et je veux me spécialiser dans la critique culturelle, je travaille dans l'éducation permanente, dans un centre culturel, dans un musée, dans une bibliothèque, dans une médiathèque, je suis éducateur aux médias et je veux me spécialiser sur le jeu vidéo. Voilà, c'est un peu tous ces domaines-là. Et vous expliquez, je veux mettre en place des ateliers, ou je voudrais... Par exemple, je travaille dans un musée et mon musée veut mettre en place un serious game en partenariat avec un studio de jeux vidéo professionnel, et ils ont besoin d'un interlocuteur pour être sûr que le projet se déroule bien et soit formé et soit conscient des enjeux culturels qui se déclinent dans un tel projet. Voilà, vous devez présenter le projet rapidement dans l'inscription. Il peut être en cours de formulation et on peut vous aider à le formuler si vous le souhaitez. Et l'idée, c'est que tout au long de la formation, vous allez réaliser ce projet au sein de votre établissement professionnel, et vous aurez une forme de rapport à remettre à l'équipe pédagogique qui, du coup, s'en servira pour attester de votre formation et vous rendre un retour formatif, c'est-à-dire aussi, l'idée, c'est de vous accompagner dans vos acquis professionnels, dans vos compétences. On est vraiment aussi sur un certificat qui s'adresse à des adultes, que ce soit des adultes jeunes ou moins jeunes. On n'est pas du tout sur de la formation. Vous n'allez pas avoir des notes sur 10 ou sur 20. On juge que vous avez le certificat en fin de formation ou non. Mais généralement, ça se passe très bien puisqu'on vous accompagne toute l'année pour que ça se passe du mieux possible. Voilà, est-ce que il y a des questions? Est-ce que mes amis du Liège Game Lab veulent ajouter quelque chose? Je vois qu'il y a surtout des blagues dans le chat, ce qui est très cool aussi. Peut-être préciser, Pierre-Yves, physiquement où ça va se faire? Oui, alors physiquement, si on est en présentiel, ça va être réparti sur 3 lieux. Il y a un de ces lieux dont j'ai une photo, c'est le Digital Lab transition. C'est le Digital Lab qui est situé rue des Croisiers à Liège, et qui est le laboratoire de la province de Liège en collaboration avec l'Université de Liège, où le Liège Game Lab généralement fait ses réunions et travaille, et où on a une série d'équipements comme des casques de réalité virtuelle, un fond de magazine papier, des anciennes consoles, etc. Donc ce sera probablement des enseignements plus pratiques. Et aussi le Digital Lab sera mis à disposition des étudiants pendant certaines permanences, avec des heures qui seront sans doute à discuter avec les inscrits, pour que ça arrange un maximum de monde. Et en dehors de ça, les cours pourront se donner à l'Université de Liège. Alors là, les locaux seront à définir, mais ce sera probablement dans le complexe Opéra, puisque c'est là que nous avons l'habitude généralement
de donner les cours les plus ex cathedra, parce que ce sont des anciennes salles de cinéma, on y est très bien, on est bien assis, c'est parfait. Et quand le vidéoprojecteur marche, alors tout marche. Et il y aura aussi probablement des cours à la Haute École de la Ville de Liège. Ça, je sais pas si tu veux en redire quelque chose là-dessus, Bruno. Oui, simplement dire que comme elle est composée de plusieurs bâtiments, ce sera le bâtiment Asinel qui se trouve place Saint-Paul, la partie, on va dire, centrale de la Haute École de la Ville de Liège. Soyons concrets, soyons précis. Ce sera le bâtiment A2 d'Ibis 24 couleur bleue. Non, je rigole. Bref, merci Bruno pour ces précisions. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Bruno, tu as même mis les adresses directement dans le chat. Je te remercie. Et j'ai l'impression que ça appelle un mot de la fin de la part de Fanny et de Pierre-Yves qui ont moins parlé, puisque nous avons évidemment nous avons beaucoup trop parlé avec Bruno qui se met à clignoter, ce qui est le signe qu'il faut qu'il arrête de parler, et donc je vais donner la parole dans l'ordre à Pierre-Yves et à Fanny avant de vous souhaiter une bonne soirée. Alors que dire si ce n'est venez venez avec nous participer au certificat, ça va être sympa, on va bien s'amuser, on va apprendre beaucoup de choses et je pense que c'est une étape importante, et donc participez à cette étape importante avec nous. Merci Pierre-Yves. C'est beau. Du coup, je ne sais pas quoi ajouter de mieux que ça. Mais peut-être je vais meubler juste une minute pour quand même laisser une dernière chance au chat de poser des questions si vous en avez. Jolie esquive. S'il y a encore quelque chose qui reste peu clair. Pardon ? J'ai dit belle esquive. Tout à fait. Et mais tout en disant que voilà, il y a encore du temps avant la fin des inscriptions, qu'il reste encore plein d'occasions de nous contacter, que d'ici là, probablement qu'on réorganisera des streams, parce que si vous nous suivez un peu, si vous suivez nos activités, vous avez vu que depuis le confinement précédent, on a transféré une partie de nos activités en ligne, forcément comme tout le monde, et une partie de nos cours, de nos conférences et de nos séminaires ont été diffusés en direct sur Twitch. Donc, on organise parfois des choses sérieuses comme des cours ex cathedra, mais aussi des choses plus légères comme des analyses de jeux en direct sur Twitch, ou ce qu'on appelle des cafés-thèses, c'est-à-dire des streams où on discute de nos hypothèses de recherche actuelles. Donc voilà, c'est pas directement lié au contenu du certificat, mais quand même c'est un contenu périphérique qui peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés à tout ça. Et voilà, j'ai meublé 2 minutes et je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. C'était très bien Fanny, parce que ça permet effectivement de rappeler, il faut toujours prendre en compte le contexte d'énonciation. Finalement, c'est ta discipline qui t'a rattrapé, et redire aux personnes qui débarquent ici que si vous avez raté le début, ce sera sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours, et que on peut toujours nous poser des questions par différents moyens, par mail, par les réseaux sociaux, dans les futurs Twitch, et moins sous les commentaires des vidéos YouTube, ce serait moins approprié, mais il y a plein de... voilà, on me confirme dans l'oreillette que la rediff sera disponible la semaine prochaine. Je vous souhaite donc une excellente soirée à toutes et tous, et prenez soin de vous, puisque c'est ce qu'on dit maintenant dans cette période. On peut plus juste dire au revoir, on dit prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, que tout se passe bien. J'espère que vous avez pu aussi avoir un aperçu d'une partie de l'équipe pédagogique. Il y a une autre partie qui se cache encore dans l'ombre, y compris Boris et Bjorn, mais vous pourrez les voir incessamment sous peu. Bonne soirée, salut tout le monde.